Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant, François-Mickey Marty des Temps Nouveaux et Emmanuel Le Chypre, notre éditorialiste BFM Business. Opération séduction, encore une fois aujourd'hui, il y a 20 patrons américains qui sont dans les bagages de Joe Biden. On va parler des enjeux business de cette visite. Est-ce que ça intéresse les Français de manière générale, cette opération autour du débarquement? Ils suivent l'événement, François-Mickey Marty? L'opération autour du débarquement, oui, et puis l'attractivité de la France aussi. L'opération autour du débarquement, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est l'attractivité de la France aussi, parce que je crois qu'il y a depuis une dizaine d'années, je crois, on constate dans les études d'opinion, un intérêt de plus en plus important pour la capacité de la France à créer des emplois, à recréer de l'industrie. Et donc les soutiens financiers et investisseurs internationaux sont de plus en plus considérés comme fondamentaux. Donc toutes ces démarches-là, c'est vrai pour Choose France, c'est vrai pour l'ensemble des démarches qui promeuvent l'attractivité de la France. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on a une convergence au fond entre des facteurs économiques, institutionnels, fiscaux, etc., qui sont plutôt plus favorables aux entreprises, même si bien entendu tout ne va pas bien, et puis aussi un état d'esprit qui est globalement plus accueillant, même si encore une fois tout ne va pas bien. Mais donc il y a une convergence entre des réalités économiques objectives et puis un état d'esprit qui est aussi plus accueillant que ça n'était le cas probablement il y a une dizaine d'années. Alors tout ça, c'est super, évidemment, Dominique, je suis sûre que vous êtes d'accord. Mais pendant ce temps-là, les professionnels du tourisme s'inquiètent des grèves à répétition, notamment des contrôleurs aériens. Ils publient une lettre ouverte en ce sens et dénoncent les conséquences économiques de ces débrayages. On écoute les explications d'Astrée Olivier, on en débrief derrière. Le transport aérien devrait battre des records cette année, mais les grèves successives fragilisent le secteur. Des conséquences désastreuses pour le tourisme qui pèse pour plus de 63 milliards d'euros en France. Nous sommes des victimes, s'alarme la présidente des entreprises du voyage, Valérie Bonnède. Pourquoi ce coup de gueule ? En fait, d'abord pour dire qu'on était insatisfait et pour vraiment voir si ces syndicats se rendent compte des conséquences économiques importantes que ça induit pour nous, pour nos clients. Clients dont la confiance est mise à mal et qui détériorent l'attractivité du pays. Côté entreprise, les annulations et retards engendrent des pertes financières pour assurer les remboursements. Le risque à terme, une baisse de la compétitivité dans le tourisme français qui pourrait freiner la croissance économique. L'État doit prendre ses responsabilités, affirme Valérie Bonnède. On demande un service minimum, par exemple 50% des vols qui doivent être prévus, qui puissent être opérés, et que les coûts induits par ces grèves soient pris en compte par l'État. Une doléance restée lettre morte pour le moment et l'inquiétude des acteurs du tourisme est d'autant plus forte que le préavis de grève des contrôleurs aériens pourrait être encore prolongé la semaine prochaine. Alors compenser le coût des grèves auprès des acteurs, alors l'idée sur le papier elle est bonne, je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Il y a aussi les VTC là, qui annoncent des grèves pour les JO aussi, ils veulent une prime JO. Dominique, on a un problème là ou pas ? En fait, le problème des grèves, c'est que c'est à double détente. D'abord, ça nuit à l'image de la France. C'est-à-dire que la destination France, on peut en douter quand on voit qu'il y a des grèves à répétition. La deuxième chose, c'est que ça nuit à l'industrie elle-même du transport aérien, puisque aujourd'hui, si le niveau de trafic est revenu à la normale par rapport à l'avant-Covid, le pavillon France tricolore, il a baissé. Aujourd'hui, le trafic aérien, c'est 38% avec les tricolores et 62%, et ça a baissé d'1% pour les équipes tricolores. Donc c'est le double effet négatif des grèves. À côté de ça, effectivement, la France, premier pays au monde en termes de destination touristique, 7% du PIB, le tourisme. Donc aujourd'hui, ça reste en croissance, mais ils font face à deux écueils, le secteur du tourisme. Un, effectivement, ces grèves qui peuvent nuire à la destination France. Puis deux, le paratourisme. Le paratourisme qui est un peu compliqué parce que les professionnels du tourisme... Vous mettez quoi dans le paratourisme ? C'est-à-dire le tourisme que chacun organise à travers la location de chambres, la location... Voilà. Donc les professionnels du tourisme, qui sont organisés en syndicats professionnels, ont cette double détente, malheureusement, ce double frein au moment où on a envie de se dire destination France en premier. Emmanuel, ça fait 12 ans que je vous entends dire qu'on maltraite notre secteur touristique. Non, mais c'est un secteur qui est dans une crise très profonde. Et malheureusement, s'il y avait que les problèmes des grèves pour expliquer la dégradation de notre performance, ce serait encore assez simple. Mais la réalité, c'est que c'est un secteur qui est en train d'imploser, Alors, parce que Valérie, en fait, attention, il ne faut pas se tromper. Elle est tour opérateur. Donc, elle, ce qui la préoccupe surtout, c'est la possibilité d'envoyer ces touristes français à l'étranger. Pas tellement de faire venir les autres. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que vous avez un secteur
secteur qui aujourd'hui, finalement, alors que c'est un des secteurs qui a le plus embauché, hein, comme l'hôtellerie, restauration, etc. Mais franchement, l'offre France aujourd'hui, elle n'est pas du tout attractive. Regardez l'enquête qui est sortie pas plus tard qu'hier, qui dit que pour les touristes du monde entier, l'Espagne, l'Italie sont devenues plus attractives. Le rapport qualité-prix de la destination France, il est dégueulasse. C'est-à-dire, vous avez un service nul. Vous avez des prix exorbitants, vous avez les grèves, vous avez des transports. Je veux dire, mais les gens viennent quand même, Emmanuel. Il y a quand même. Non, mais c'est faux. Il y a quand même. Regardez une destination qui est quand même le plus beau pays du monde, qui est la Corse. Si vous voulez, les Corses, à force de croire, comme les Français, que vous êtes dans le plus beau pays du monde, qu'il n'y a rien à faire pour attirer les touristes, etc. On va même plus faire de promotion pour faire venir les gens en Corse. Non, c'est pas digne. Sans aller trop loin avec les prix. Les résultats, c'est que les prix sont exorbitants, la qualité du service est très moyenne, et que les hôtels vont être à moitié vides cet été, comme ils l'étaient l'année dernière, et que ça, c'est la caricature du tourisme en France. C'est-à-dire que vous avez, honnêtement, vous avez un rapport qualité-prix qui est très mauvais. Et quand on dit France destination de tourisme, mais c'est du pipeau. Vous savez très bien que l'essentiel des gens qui sont comptabilisés comme touristes, c'est des gens qui traversent la France pour aller, qui viennent de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne, pour aller en Italie. Alors déjà, vous avez la moitié, effectivement, la moitié des gens qui viennent à Euro Disney sont quand même des étrangers. Donc oui, c'est la première destination de tourisme en France, devant le Mont-Saint-Michel. Voilà, donc ça en dit long. Et regardez, la preuve que c'est bien un tourisme de passage, c'est que quand vous regardez la dépense moyenne par touriste, vous êtes très très loin de ce que dépensent les gens en Espagne, par exemple. Voilà, et que on a une recette par touriste qui est minable. Et que quand vous regardez les recettes annuelles du secteur du tourisme, ça a toujours été. C'est moins que c'est moins que dans des pays comme l'Espagne, où vous pouvez même pas dire, par exemple, que l'Espagne peut compter sur les vacances de ski, de sport d'hiver, etc. Donc non, mais c'est un secteur. Tout est à remettre à plat. Mais tout est à remettre à plat. Mais François, un mot sur le tourisme. Franchement, les Français ont conscience de tout ça, de tout ce que nous dit Emmanuel? Oui, alors c'est vrai qu'Emmanuel est passionné ce matin. Bon, il y a quand même ce des sujet touristes qui viennent, et puis ça énervé. reste l'un des principaux secteurs d'activité. Non, il y a en effet un sujet autour des conflits sociaux et des grèves qui, pour les touristes, qu'on le veuille ou non, pose un problème. Alors, il y a la loi Capo-Canellas qui a été adoptée récemment, qui permet quand même d'essayer de réguler notamment les grèves des transporteurs, des contrôleurs aériens, des aiguilleurs du ciel, avec 48 heures de préavis d'information sur la grève, après avec une tentative de régulation du trafic aérien. Bon, ce qui est probablement utile. Ce qui en même temps laisse un peu songeur, parce qu'on est en train de mettre en place des dispositifs qui permettent de réguler ce qui se passe en temps de grève, en sachant qu'on a eu, alors j'ai quand même trouvé les chiffres pour le plaisir de notre rencontre ce matin, depuis 2005, 249 jours de grève dans le contrôle aérien. Dans la plupart des pays d'Europe, on est à moins de 10 jours de grève dans le contrôle aérien. La deuxième étant la Grèce avec 44 jours. Donc il y a quand même des écarts extrêmement importants. Voilà. On est c'est une sorte de palmarès dont je pense qu'Emmanuel ne s'enorgueillira pas. On s'enorgueillait pas, ce matin. Non, mais voilà. Donc, François, par exemple, a juste un exemple d'actualité. Le tourisme mémoriel, qui est demain, c'est l'anniversaire du débarquement. La France est le pays dans lequel il y a eu le plus de batailles dans toute l'histoire. On pourrait faire avec le tourisme mémoriel, un tourisme qui rapporte énormément d'argent. Mais on le fait quand même. Mais rien du tout. Mais on fait pas grand-chose. Il y a à part le. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été à Caen. Hein. Non, mais c'est ce que je dis. Mais à part la Normandie, etc. Vous avez. Non, mais quand je vous dis que la France est le lieu de toutes les batailles, il n'y a pas que le débarquement. Il y en a plein dans toute la France. Et vous vous apercevez qu'il n'y a rien. Enfin, je veux dire, pour valoriser ces sites, si vous pouvez acheter une carte postale et une magnette, c'est le bout du monde. Il y a c'est pas normal qu'en ayant toutes les côtes qu'on a et la présence sur toutes les mers du monde, qu'on ait une industrie de la croisière aussi faible que celle qu'on a. Répondez à notre petit rayon de soleil. Qui est sous-valorisée. Je voudrais quand même me réjouir de deux choses. Un, il y a le retour quand même des touristes asiatiques. Et deux, on est en augmentation sur les touristes américains. Et c'est probablement lié au tourisme mémoriel aussi. Et au dollar. Voilà, et au dollar. Et l'autre chose, c'est aussi de se dire, quand on voyage à l'étranger, moi j'ai souvent voyagé aux États-Unis et sur des vols intérieurs, les conditions de voyage des vols intérieurs aux États-Unis, ça laisse vraiment à désirer. On est quand même plutôt bien organisé en France. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez attendre longtemps et vous pouvez être soumis soit à des grèves, soit à des arrêts, soit à des pannes et sans explication quand vous êtes sur le continent américain. Voilà. Donc je voudrais quand même un petit peu. Mais ça va bien au-delà de ça, Dominique. On se félicite néanmoins. Bon, Emmanuel, on a dit suffisamment de mal du tourisme en France. On arrête. On va passer à ACC, cet autre coup dur, ce projet d'usine en Allemagne et en Italie
Italie. ACC, c'est l'Airbus des batteries dont on a tant parlé, co-entreprise entre Stellantis, Total, Mercedes, qui met une pause. Justine Vasson vous explique tout en débrief derrière. C'était il y a tout juste un an. ACC inaugurait fièrement la première gigafactory française à Douvrin. La voilà aujourd'hui contrainte d'appuyer sur pause. Ses usines à Kaiserslautern en Allemagne et à Termoli en Italie, qui devaient produire leurs premières batteries en 2025 et 2026, attendront. Un nouveau calendrier sera fixé à la fin de l'année. ACC constate d'abord un essoufflement de la demande pour les voitures électriques en Europe. Surtout, l'entreprise change de braquet technologique. Aujourd'hui, elle fabrique exclusivement des batteries NMC. Luc Châtel, le président de la plateforme française de l'automobile, l'expliquait sur notre antenne. Historiquement, les Européens ont développé des batteries qui étaient NMC, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt. Et aujourd'hui, il y a une autre technologie qui se développe en parallèle, c'est pas à la place. Et il y a des clients qui prennent du NMC, puis il y a d'autres qui prennent l'autre technologie qui est le LFP, et lithium fer phosphate. L'avantage des batteries LFP, c'est leur coût de production. Hyundai et Toyota s'y sont convertis. Renault y réfléchit sérieusement. Le marché demande des batteries moins chères. Nous devons nous adapter, explique ACC, qui dit travailler sur la technologie LFP depuis plusieurs mois et qui intensifie aujourd'hui ses recherches. Le temps presse car même Stellantis, le premier actionnaire et client d'ACC, a noué un partenariat avec le géant chinois CATL pour se fournir en batteries LFP. ACC recule, est-ce que c'est pour mieux sauter, Dominique Carlac? Parce qu'en fait, vous dites non, mais si, parce que je m'explique, parce que vous me faites rire avant, mais c'est parce qu'en fait, ils expliquent qu'ils n'ont pas la techno qu'il faut aujourd'hui au bon prix, donc finalement, autant postponer. En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord les incertitudes sur le marché du véhicule électrique, soit des incertitudes d'ordre sociétal et environnemental, en disant qu'est-ce que ça va nous amener, soit des incertitudes purement économiques et financières. Donc ça, c'est les raisons un peu objectives. Il y a les raisons aussi technologiques, c'est-à-dire aujourd'hui, on a effectivement deux technologies de batterie. On a les technologies qui sont les technologies nickel, qui sont les plus développées. Puis on a une autre technologie qui est la technologie lithium. ACC était parti sur la technologie nickel. On se rend compte qu'en réalité, c'est pas forcément un bon ou un mauvais choix. On se rend compte que le marché se segmente technologiquement en fonction des usages. Et que donc, c'est bien normal qu'on se pose la question de savoir quels sont les choix technologiques que l'on va faire. Pragmatisme, Emmanuel Le Chypre. Non. Ouais, je pense que quand on a développé le Minitel, on se disait aussi, il y a le Minitel, il y a Internet, Minitel, peut-être une technologie d'avenir. Et ben on aurait pu arrêter. C'est comme les normes sur les caméscopes, sur les magnétoscopes, etc. Pardon. Mais non, mais là justement, ils arrêtent pour dire on va changer de techno. Je vois pas comment, à un moment, on peut penser qu'on arrivera un jour à rattraper les concurrents chinois sur ces sujets-là. Donc j'avoue que on a des vieilles technologies. Moi, quand j'entends le mot historiquement, ça me fait frémir parce que historiquement, on avait quoi comme spécialité sur les batteries électriques Attendez, vous pensez vraiment que Stellantis, Total et Mercedes, c'est des dingues et que s'ils avaient fait cet investissement, c'était juste pour faire joli? Non, ils pensent quand même qu'ils vont pouvoir être compétitifs. Non, c'est pas ça. J'imagine. C'est pas ça. C'est qu'ils pensaient qu'ils ont été contraints de le faire parce qu'on a imposé la fin de la voiture électrique, la fin de la voiture thermique en 2035, et que surtout, on n'a pas seulement imposé la fin de la voiture thermique en 2035, on a imposé la voiture électrique en 2035. Voilà. Donc, alors qu'il y avait peut-être d'autres technologies, et on voit bien tout le monde est en train d'aller dans le mur joyeusement. Et que sans doute il ne restera plus grand-chose de l'industrie automobile européenne dans quelques années. François Mickey-Marty. Oui, non, je trouve que cette histoire d'ACC est assez passionnante parce que on a un discours collectif de nécessité de stratégie dans la durée. Il faut une stratégie industrielle, il faut prévoir dans le moyen terme, etc., voire le long terme. Bon. Et on voit la différence. Il y a 2 ans, tout le monde disait c'est formidable, Gigafactory, on va faire des batteries au nickel, c'est formidable, c'est formidable. Bon, très bien. Là, on voit en effet que la technologie évolue. Alors maintenant, les batteries au lithium se déploient. Et puis Stellantis lui-même, qui est quand même le principal actionnaire d'ACC, fait évoluer sa stratégie. Alors Stellantis se met à acheter des batteries chinoises, passe un contrat avec Leapmotor pour pouvoir vendre des voitures chinoises dans ses concessions. Autrement dit, on a des modèles, en dépit d'une stratégie bien établie dans la durée, on a des modèles et des réalités économiques et des réalités de marché qui évoluent quand même. Donc il y a probablement un art à la fois de la vision de longue durée, mais aussi de l'adaptation régulière, qui est quand même assez plus subtil que simplement dire on n'a qu'à faire comme De Gaulle d'une certaine manière, lançons du nucléaire et puis ça va marcher pour les 20 ans qui viennent. On voit bien que 2 ans après, 3 ans après, il y a quand même des ajustements et des réalignements stratégiques qui sont fondamentaux. Dominique, après on parle de la BCE. Justement, je trouve que dans les choix technologiques, relançons le nucléaire avec la constitution de cette filière et cette consolidation qui nous a été présentée ce matin par Arnaud Montebourg et son associé, ça c'est vraiment plutôt visionnaire pour le coup. On a une industrie où il y a 3000 entreprises, 85% d'entre elles sont PME.
c'est, je trouve, assez utile dans cette révolution technologique, énergétique, dans toutes ces transitions, de se dire, à 10 ans, on forme 100 000 personnes, on crée 100 000 emplois pour pouvoir avoir cette forme de souveraineté dans le domaine de l'énergie et pouvoir constituer un gros équipementier qui pèsera dans la compétition internationale. Vous voulez réécouter un petit coup d'Arnaud Montebourg? En général, ça réveille. Il était avec nous il y a quelques instants, on parlait décarbonation, on l'écoute. La filière, aujourd'hui, elle a construit un EPR en 10 ans, il va falloir qu'elle en construise un par an. Il y a eu un rapport d'analyse de la filière qui disait il va falloir passer de 9 milliards de la sous-traitance à 15 milliards. Donc ça veut dire toutes les petites usines qui existent, qui sont très performantes, c'est des pépites, des chefs d'entreprise, des battants, des génies. Ces gens-là, il va falloir qu'ils doublent de taille leur usine. Mais avec quel argent? Donc on a décidé d'investir avec eux. Voilà, si vous voulez réécouter Arnaud Montebourg, c'est à retrouver en replay, en podcast sur l'application BFM Business. On dit un mot de la BCE. Rendez-vous demain, décision de politique monétaire à 14h à suivre, bien évidemment, sur BFM Business. On attend une baisse de 0,25 points. Ça ne sera pas énorme, mais en tout cas, ça a été promis quand même par le gouverneur de la Banque de France, notamment. Dominique Carlac, les entreprises attendent beaucoup. On attend un appel d'air un peu quand même sur le crédit. Clairement, donc là, ça va être 0,25, je crois, demain, qui va être annoncé. Donc la question qui va se poser immédiatement, c'est à quand la deuxième? Les analyses prévoyaient 6 baisses cette année, il y en aura 2 au maximum. Donc la question, c'est, à force de prendre trop son temps, est-ce que des taux trop élevés pendant longtemps ne nuisent pas à la reprise de notre économie? La réponse, Emmanuel. Oui, c'est vrai qu'on se dit que la baisse des taux, elle arrive assez tardivement. Alors c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'il faut aussi tenir compte de ce qui se passe aux États-Unis et qu'on voit qu'aux États-Unis, la croissance a résisté mieux que prévu, l'inflation a aussi résisté plus fort que prévu et que du coup, il y a peut-être une hésitation qui vient de ce découplage. Avant, souvent, la BCE mettait ses pas dans ceux de la Réserve fédérale. Là, il y a cette idée de découplage quand même. Voilà, mais de toute façon, ça a été tellement annoncé que la BCE ne peut pas reculer. C'est vrai que ce qu'il faut voir aussi, c'est les conditions d'octroi par les banques. Ça s'est quand même desserré quand on regarde l'immobilier, par exemple. Les banques sont devenues quand même plus accommodantes. Donc, effectivement, toute la question maintenant, c'est à quel rythme ça va continuer à baisser. Et je pense que ce qu'on attend demain, c'est moins l'annonce de la baisse des taux qui est déjà dans les marchés depuis longtemps qu'une perspective sur le chemin qui nous attend pour le second semestre. François, il nous reste 40 secondes. Oui, non, ce qui est intéressant, c'est que la BCE devient de plus en plus, de manière limitée, mais quand même, un enjeu d'opinion. C'est-à-dire, on le voit d'ailleurs dans notre baromètre BFM Business avec HEC Paris, une partie des Français attendent désormais, ça fait partie des enjeux d'une baisse des taux. Donc voilà, c'est très intéressant parce qu'on pourrait considérer que la BCE est une réalité à part, d'une certaine manière déconnectée des enjeux d'opinion, et voilà qu'il y a une résonance entre les deux. Mais ce qui est très intéressant, François, c'est que par exemple, on voit dans le dernier livre de Frédéric Farah qui a interrogé tout un tas de jeunes de toutes conditions, etc., sur la perception de l'Europe, l'institution européenne la mieux connue aujourd'hui, notamment de la part des jeunes, c'est la Banque Centrale Européenne. Plus que la Commission, plus que le Parlement. Et elle tire avant la Fed et avant les Anglais demain.